à l'extérieur du palais de justice, un dispositif de sécurité hors norme. Fouilles et contrôle d'identité à répétition. Le procès des attentats de janvier 2015 s'est ouvert ce matin à Paris. Témoins et proches des victimes se retrouvent pour 10 semaines de procès, 5 ans après les faits. C'est le temps de la justice. D'accord, c'est la justice, c'est à la justice de faire son travail. Il faut le respecter. Les auteurs des attaques sont morts. C'est donc leur entourage qui est renvoyé devant la cour d'assises. 14 personnes qui auraient apporté à des degrés divers un soutien logistique aux attentats. En 3 jours, ils avaient fait 17 morts. Le 7 janvier 2015 à 11h30, Saïd et Chérif Kouachi font irruption au siège de Charlie Hebdo. En quelques minutes, ils exécutent 11 personnes, dont 8 membres de la rédaction. Et dans leur fuite, les assaillants abattent un policier. 24 heures plus tard, à Montrouge, une fusillade éclate. À Mehdi Koulibaly abat la jeune policière Clarissa Jean-Philippe. Le lendemain, il s'attaque à l'épicerie Hyper Cacher à Paris. 4 personnes sont tuées dans la prise d'otage, ainsi que l'assaillant. Dans le même temps, l'assaut est donné à Damartin en Gouelle, dans une imprimerie où s'étaient retranchés les frères Kouachi. Tous 2 sont abattus. 5 ans après cette série d'attentats, c'est donc un procès sans les principaux responsables qui s'ouvre à Paris. Et même sans une partie des accusés, 3 d'entre eux sont toujours recherchés. Mais dans ce dossier, les victimes sont très nombreuses, 200 parties civiles. Ce sont des gens brisés. Ce sont des gens brisés et qui ont eu la chance de survivre, pour ceux que je représente. Et ce sont des gens qui ont le sentiment, en plus d'avoir subi, à ce stade, l'injustice de l'oubli. Donc, ils n'attendent pas grand-chose de ce procès, mais nous en sommes tous convaincus qu'il a une importance pourtant capitale si dans ce pays nous voulons apprendre à juger et à réprimer le terrorisme de manière démocratique et juste. Pour les proches des victimes, ce procès historique va aussi permettre de tenter de comprendre les motivations des accusés, qu'ils ont vues pour la première fois aujourd'hui dans la salle d'audience. Au premier regard, ils paraissent comme les personnes normales, les gens normaux, mais il faut qu'on les entende après. Je veux juste qu'ils répondent, que ces personnes répondent aux questions qui leur seront posées, quelle était leur motivation, pourquoi cette complicité et surtout pourquoi les hommes innocents ont été tués. Voilà. Il reste 48 jours de procès pour clarifier les responsabilités de chacun des accusés. Complicité de crimes terroristes, complicité de financement ou détention d'armes, selon leur degré d'implication. Ils risquent entre 10 ans de prison et la détention à perpétuité. Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, Mohamed Sifaoui, qui est journaliste, écrivain, spécialiste des questions d'islam politique et de terrorisme. Vous êtes directeur de la publication de la plateforme islamoscope.tv, une chaîne dédiée à l'analyse de l'islam politique. Béatrice Brugère est-elle ancien juge antiterroriste. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière. Enfin, Laurent Valdiguier est journaliste d'investigation au magazine Marianne. Sur le site marianne.net, votre enquête, commanditaire, troisième homme, profil des terroristes, les 10 zones d'ombre du procès Charlie Hebdo. J'ai une question peut-être plus personnelle à vous poser pour commencer. C'est en quelques mots, qu'attendez-vous vraiment du procès et est-ce qu'il y a des choses à apprendre ou à découvrir? Mohamed Sifaoui. Personnellement, je n'attends rien, même si j'ai perdu des amis qui étaient de toute façon conscients du danger terroriste parce qu'ils savaient pertinemment, contrairement à ce qui a été dit, que ce n'était pas par provocation qu'ils publiaient ces caricatures. C'était pour défendre une idée, un idéal, dans cette société démocratique qui est la nôtre, qui est tout simplement la liberté d'expression et d'opinion, le droit au blasphème, pour reprendre un terme courant maintenant, la liberté de conscience, la liberté de création. Ce qui était pour eux quelque chose qui était totalement acquis dans l'histoire de Charlie Hebdo. Bon, ils ont toujours eu problème avec des organisations intégristes, d'abord catholiques, parfois quelques associations juives, ensuite des associations proches de l'armée, etc. Mais
ne s'attendait pas il y a eu 2 étapes, si vous voulez. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait, mort d'homme, que leur intégrité physique soit à ce point atteinte. Et à partir du procès de 2006, le fameux procès des caricatures, et la tension qu'il y a eu autour et les menaces qui ont commencé à peser à partir de ce moment-là, ils ont compris et intégré l'idée que leur vie était en danger. Et voilà, donc aujourd'hui, personnellement, ce que j'attends, j'attends que le procès se déroule normalement dans la sérénité, que les juges fassent leur travail. Mais en vérité, ce que j'attends à titre personnel, c'est en dehors du palais de justice. C'est-à-dire le rôle des élites de ce pays, le rôle des responsables politiques. C'est de faire le procès de l'islam politique aussi. C'est de rappeler que le terrorisme n'est pas un fait de criminalité comme un autre. Ce ne sont pas des gangs. Il se nourrit d'une pensée. Évidemment, c'est un acte politique. C'est un acte politique qui est nourri par une pensée, par une idéologie, qui est l'islamisme, qui est le salafisme djihadiste, qui est la pensée des frères musulmans, qui est la pensée de Saïd Qutb, qui a été théorisée, qui existe dans des livres. Et si vous voulez, il y a 2 tendances et je vais terminer par ça, il y a 2 tendances qui rendent le débat extrêmement difficile sur le plan politique. Nous avons la tendance de l'alarmisme et de l'excitation et de l'hystérie qui est représentée par l'extrême droite, et on a la tendance du déni de tout le monde est gentil, il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir, c'est l'extrême gauche. Et ces 2 tendances, en vérité, ne rendent pas service au débat, ne rendent pas service à la démocratie et surtout mettent à mal la République française et la société, puisqu'ils participent à hystériser le débat par soit l'hystérie des uns, soit par le déni des autres. Béatrice Brugère, qu'est-ce que vous attendez en quelques mots de ce procès ? Je vais essayer d'être rapide. Ce procès, il est quand même extrêmement intéressant sur le plan judiciaire, parce que depuis des années, on a très peu de procès avec des personnes qui sont renvoyées comme auteurs ou co-auteurs ou complices, enfin on verra les qualifications. Oui. En général, on est plutôt dans la préparation d'attentats, et là c'est un rare procès où l'attentat a eu lieu. Il a été consommé, donc on sait, et c'est pas n'importe quel attentat. Donc ce procès, déjà sur ce point de vue, est extrêmement intéressant parce que ça va jeter un regard médiatique, mais pas que médiatique, sur la manière dont la justice antiterroriste, qui est particulière, je l'indique tout de suite, c'est une cour d'assises spécialisée, donc c'est une spécificité, c'est-à-dire que ce ne sont que des magistrats qui vont siéger. Et donc on va avoir pendant 2 mois comme ça, si vous voulez, un focus sur la manière dont la justice antiterroriste va se rendre. Déjà, ça, comment rendre la justice face à la terreur. Et si vous voulez, le fait que ça soit filmé, que ça soit médiatisé et que ce procès de ce côté-là est assez unique, puisque justement l'attentat a été consommé et en général on a rarement ça, déjà de ce point de vue est intéressant. Deuxième point... Je précise que le film qui va être tourné ne sera pas accessible avant très longtemps, qu'il sera réservé aux spécialistes. Oui, et d'ailleurs c'est pas vraiment un film, c'est pas un film, c'est une captation d'image, ce qui n'est pas tout à fait, exactement. Et simplement, le procès, et ça c'est encore la juriste qui parle, je suis très attachée au procès. C'est très important parce qu'en fait, Charlie, c'est quand même le symbole de la censure. Le procès, c'est le symbole du débat. Et il ne va pas falloir se leurrer là-dessus. Le débat, ça va être la recherche des preuves. Il va y avoir des discussions et ça va être une épreuve. Excusez-moi ce jeu de mots. Mais vous nous dites que la démocratie doit montrer comment elle répond à la terreur. C'est extrêmement important que ce débat ait lieu et il ne faut pas se leurrer dans le sens que ça va être une épreuve pour les parties civiles dont on a entendu qu'elles attendent beaucoup parce qu'il va y avoir un débat aussi, et on l'avait vu sur l'affaire Mera, de qualification, on reviendra peut-être là-dessus, juridique, qui va être une véritable épreuve. C'est-à-dire que ça va être un combat aussi. Il y a quand même, je crois, 94 avocats, 200 parties civiles, donc beaucoup d'émotions. Et la réussite du procès aussi tiendra à la manière dont il sera conduit par tous ces acteurs judiciaires. Voilà, vous attendez des réponses particulières ou qu'est-ce que... On attend une vérité judiciaire, donc on attend... Un procès, c'est toujours un débat où tous les compteurs sont remis à zéro, d'une certaine façon, où c'est un face-à-face. C'est une scène de théâtre où tout le monde est là pour la première fois, puisque les 11 qui sont dans le box... On ne connaît même pas leur visage à ce jour. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de photo. Les parties civiles, les victimes, les familles de victimes vont les voir pour la première fois. Et au fond, ça dépend beaucoup du président de cette cour d'assises spéciale, puisque, comme pour tout procès, il y a toujours 2 solutions. Soit on reste dans la vérité qui s'est faite à l'instruction, qui est une vérité... En l'espèce, c'est une vérité, c'est un gruyère, l'instruction. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point il a fallu faire un travail
titanesque pour démasquer, raconter, essayer de... Dans le box, ils vont tous se présenter comme des délinquants, des trafiquants de stupes, d'armes, etc., qui n'étaient pas du tout au courant des visées terroristes du trio Kouachi Koulibaly. C'est leur défense, puisque s'ils reconnaissent la moindre connaissance d'un acte terroriste, ils plongent non plus pour association de malfaiteurs, mais pour complicité, et là, ils risquent non plus 20 ans, mais la perpétuité. Oui. Donc c'est un combat. Et en général, ces procès terroristes, c'est le scénario 1, c'est des procès assez immobiles, où au fond, personne ne bouge. Tout le monde est dans sa casemate. La vérité de l'enquête est une vérité partielle. Il y a plein de zones d'ombre. On ne sait pas du tout comment les frères Kouachi se sont formés. On sait très peu comment ils se sont concertés avec Koulibaly, même si on sait qu'un soir, la veille, ils se sont rencontrés. Il y a 1001 questions sans réponse. Et l'autre possibilité, c'est celle à laquelle il faut se raccrocher, celle qu'il faut souhaiter. L'autre possibilité, c'est que ça soit un procès de mouvement. Ça arrive, ça dépend. C'est une alchimie, les salles d'audience. Et vous savez, dans ces salles d'audience, il y a souvent, des fois, ce qu'on appelle un coup de théâtre judiciaire. Oui. C'est un moment magique quand on le vit. C'est un moment, j'imagine, encore plus quand on le conduit. C'est un moment où, tout d'un coup, un des accusés va décider parce qu'une victime l'aura touché, parce qu'une question du procureur l'aura énervé, pour 1001 raisons. Parce qu'il est fatigué. Ouais. Parce que, justement, un de ses co-détenus l'a énervé aussi, parce que ce qu'a dit un autre l'a énervé. Pour 1001 raisons, à la psychologie de ces gens, que ce soit un procès terroriste ou un procès ordinaire, c'est la même chose. Tout d'un coup, il y en a un qui se met à bouger. Et en général, quand il y en a un qui bouge, ça entraîne tout le monde en cascade. Et là, on peut espérer que si quelqu'un bouge, si c'est dans les 11, on dit c'est des traînes savates de banlieue, des copains de Koulibaly, etc., etc. Bien sûr qu'ils en savent infiniment plus que ce qu'ils ont dit à l'instruction. C'est une évidence, tout le monde sait ça. Tout le monde le sent dans tous ces PV, dans tous ces dossiers. Tout le monde sent qu'ils savent des choses qu'ils cachent. Alors là, ils sont nombreux. L'histoire est là, puisque les caméras, elles sont là pour longtemps. Il y a une pression, il y a une forme de solennité qu'aucun autre procès terroriste qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est totalement inédit. Regardez cette journée, ce public, tout ça. Donc on peut imaginer que l'un d'eux, au risque, parce que quand il fera ça, s'il le fait, il risquera la perpétuité, sûrement. Oui. Mais on peut imaginer que l'un d'eux, pour l'histoire, pour un détail, pour le regard d'une victime, nous aide, nous tous, à comprendre ce qui s'est passé dans cette mécanique folle qui a conduit à ces 3 jours de janvier 2015. 49 jours de débat. Ouais. On va les dépasser. Oui. Évidemment, oui. Dans la nuit, sans doute, ça c'est sûr. Mais juste si vous permettez, pour compléter ce que vient de dire mon voisin, et qui est tout à fait juste, c'est-à-dire c'est aussi la magie, et c'est pour ça l'intérêt d'un procès. On ne sait jamais quand, on sait quand ça commence, on ne sait pas ce que ça devient, et on sait parfois pas exactement quand ça termine. Dans ce procès, il y a aussi une disjonction. Il y a une partie qui est en cours. Vous avez cité tout à l'heure, c'est un peu, j'entends par-ci, par-là, les seconds couteaux. Non, on en reparlera peut-être. Non, c'est pas des seconds couteaux. C'est justement toute cette organisation qui est très intéressante. Et il y a une partie qui est disjointe, puisqu'il y en a un qui a été arrêté et qui a été mis en examen et qui serait plutôt sur le rôle du commanditaire. Merci, qui est Peter Sherif. Et c'était trop tard pour le raccrocher au dossier. Donc, il y aura peut-être, et les débats vont être intéressants aussi là-dessus, parce que rien ne nous laisse penser qu'il y en a peut-être un aussi qui va se défausser sur ceux qui ne sont pas là. Oui. Et ceux qui pourraient venir aussi après. Donc tout est ouvert, enfin tout est ouvert ou pas. Donc c'est l'intérêt aussi de ce genre de procès qui va être historique. On va laisser se dérouler ce procès, bien entendu, nous le suivrons. Nous allons maintenant faire un tour à Molenbeek, ce quartier de Bruxelles. C'est avéré une plaque tournante du terrorisme. C'est d'ailleurs à Bruxelles que les frères Kouachi se sont armés. Hugues Dago et Valentin Jehin avec l'horaire peu. Ce matin, l'ouverture du procès de Charlie a une résonance particulière à Bruxelles. À l'époque, elle est considérée comme la plaque tournante du terrorisme européen. Dans le quartier de Molenbeek, qui abritait les réseaux terroristes, cette association travaille sur l'insertion sociale et professionnelle. Vous devez être capable d'avoir ces notions de calcul, de mathématiques, pour pouvoir remplir au mieux ce tableau Excel.
On a une évolution de... Ici, les attentats de Charlie sont encore dans tous les esprits. Cette formatrice se rappelle très bien des échanges qu'elle a eus avec ses élèves le jour de l'attaque. Aucun ne cautionnait, aucun. Par contre, un certain nombre disaient « je ne peux pas être d'accord avec les dessins qui ont été faits ». En disant « les dessins, je ne peux pas les admettre, mais l'acte est inadmissible ». À Bruxelles, cette réputation de base arrière du terrorisme a pesé sur la vie des habitants. C'est une image qu'on ne peut pas nier. Et il est clair qu'il y a eu des problèmes, et qu'il y a eu des problèmes notamment parce qu'on n'a sans doute pas géré, et pas géré notamment à un niveau, certains jeunes paumés. Mais on ne peut pas réduire une ville et une population à ça. En quelques années, la capitale belge s'est retrouvée au cœur des cellules djihadistes. Mehdi Nemmouche, l'auteur des attaques du musée juif de Bruxelles, y a séjourné. Tout comme celui de la tentative d'attentat du Thalys. Salah Abdeslam, l'un des terroristes des tueries de novembre 2015, a grandi ici. Les frères Kouachi, eux, se sont procurés leurs armes à Bruxelles. C'est vrai qu'on avait un nœud assez dur et qui était impliqué, bien sûr, dans les attentats. La situation s'est beaucoup plus calmée, bien sûr. On a travaillé étroitement avec la police fédérale et les autres services de sécurité afin d'assurer une suivi pertinente de tous les individus qui ont été reliés ou connus lors des différents attentats et pour le phénomène de radicalisme en général. La lutte contre la radicalisation est devenue l'une des priorités. En poste depuis 1 an et demi, l'édile du quartier de Molenbeek constate également une amélioration. Je pense qu'on est probablement mieux mis aujourd'hui qu'on ne l'était à l'époque, puisque l'État islamique est tombé, puisque la société a pu parler, a pu s'emparer de ces questions de difficultés identitaires des jeunes nés ici et qui se retournaient contre le corps social. Maintenant, ce n'est pas une science exacte et c'est extrêmement compliqué de savoir si on a terminé ou pas avec cette forme de radicalisme violent. Et alors, il ne faut pas nier qu'aujourd'hui, en rebond comme en réaction, action-réaction, on a une montée de l'extrême droite qui est extrêmement inquiétante. Depuis cette vague d'attentats, la situation semble revenue sous contrôle dans la ville. Même si tous s'accordent pour rappeler que le risque zéro n'existe pas. C'est compliqué parce qu'on se rend compte que, en effet, on aimerait se dire que les choses s'améliorent, qu'elles évoluent. Ce qui est très clair, c'est que la menace terroriste a continué de peser depuis 2015 très régulièrement, avec des actes qui étaient peut-être moins souvent des actes collectifs, en tout cas des opérations individuelles. Mais j'ai envie de vous dire, la bourgmestre qui a le courage de prendre la parole, mais je la trouve bien optimiste. Qu'en pensez-vous ? Je pense surtout que je connais la politique qui a été menée par son père et néanmoins un prédécesseur. Enfin, oui. Entre elle et son père, il y a eu une autre bourgmestre qui a fait un mandat. Mais Philippe Moreau, donc le père de cette bourgmestre, est un élu socialiste, somme toute sympathique, qui a fait toute sa carrière à Molenbeek et qui a pactisé avec l'islam politique. Encore une fois, je pense que nos démocraties, ou certaines personnes dans nos démocraties, deviennent totalement folles, sinon irresponsables. Pactiser avec l'islam politique, quand vous avez une population précise. Par clientélisme, si vous voulez, il y a une mécanique qui s'est installée dans plusieurs villes européennes, dans plusieurs communes, où on a laissé se ghettoiser des populations selon des affinités ethno-religieuses. Par conséquent, dans certaines villes, et Molenbeek, qui est une commune bruxelloise, fait partie de ces communes, qui sont totalement ghettoisées, avec une forte population issue de l'immigration marocaine notamment, qui a été très impactée à partir des années 90 par l'islam politique et par le djihadisme. Ce n'est pas pour rien si on retrouve
le nom de Molenbeek dans le dossier de l'assassinat de Massoud, dans le dossier du fameux site SOS Minbar dirigé par Malika Al-Haroud, par évidemment les attentats du 13 novembre, par les attentats de Charlie Hebdo, et j'en passe. Ce n'est pas un hasard si le nom de Molenbeek revient quasiment dans tous les dossiers depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. La première fois que j'ai mis les pieds à Molenbeek, c'était en 1995, pour aller à la recherche d'un type qui était lié au GIA algérien, qui s'appelle Ahmed Zaoui. Déjà, il animait une petite mosquée, une salle de prière, il faisait ses prêches djihadistes en 1995. Ça ne me rajeunit pas, mais ça fait déjà 25 ans, figurez-vous. Donc, que s'est-il passé dans cette ville, mais aussi dans d'autres? En France, nous avons des choses similaires. Des maires, par cynisme, par électoralisme, ont pactisé avec non pas la communauté musulmane, parce que la communauté musulmane, globalement, elle est sereine. Sauf que dans cette communauté musulmane, il y a une partie active, agissante, toxique, qui porte en elle l'islam politique comme idéologie, et ce sont ces activistes, ces militants qui forment des associations qui plaisent à des maires parce qu'ils leur amènent des voix. Et c'est ainsi que Philippe Moreau, le père de cette dame, qui est aujourd'hui bourgmestre, a pu faire une très longue carrière, élu, réélu, et il a totalement folklorisé sa commune, qui est devenue en fait une commune du Maghreb, pour dire les choses clairement, et qui alimentait, du fait de cette transformation de l'identité, de ce sentiment d'expropriation du territoire, qui alimentait les milieux d'extrême droite. Ça reste vrai aujourd'hui ? Bien sûr que ça reste vrai, parce que vous ne pensez pas un instant que vous extirpez ces problèmes sociologiques avec 2 descentes de police. Le problème est beaucoup plus profond, même si, évidemment, sur un plan purement criminel, il y a un investissement de la police fédérale belge beaucoup plus présent, c'est-à-dire les services de renseignement traquent maintenant beaucoup plus, et il y a une prise de conscience, etc. Cela étant dit, il ne faut pas oublier, et ça c'est un aspect du problème, il ne faut pas oublier que c'est tellement enquisté que le sujet est beaucoup plus profond. J'ajouterai juste un élément. Ce n'est pas par hasard aussi si Bruxelles est